Sens de la visite, Jérémy Thomas, le podcast qui écoute. vos histoires de l'art. Aujourd'hui, je vais commencer exceptionnellement cet épisode en vous partageant un coup de cœur pour un podcast qui m'a réconcilié avec le marché de l'art. Créé par Adélaïde Stéphan, il s'appelle Enchères on Air. Et comme son nom l'indique, il vous immerge dans l'univers des enchères dans le plus célèbre hôtel des ventes, Drouot. Il s'adresse autant aux néophytes qu'aux experts car il raconte une histoire, celle d'un objet qui passe en vente, d'un ou d'une artiste, d'une collection. Mais vous pourrez surtout entendre et rencontrer des acteurs et des actrices du marché de l'art, commissaires-priseurs, collectionneurs ou conservateurs, pour comprendre ce qu'il se passe avant et après une vente. Pour info, le bruit que vous écoutez actuellement est celui d'un musée sans son public. Et accessoirement, c'est aussi ce qu'entendent les œuvres, jour et nuit. Alors j'ai décidé de ne pas les laisser seuls plus longtemps, en dépit des interdictions sanitaires et au risque de passer pour un dangereux hors-la-loi. Aujourd'hui, je vous emmène au musée. Grâce à la force de l'audio, vous allez pouvoir me suivre au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Ce n'est pas n'importe lequel, vous allez voir. Ou entendre. Créé juste après la Révolution française, son histoire est intimement liée à la ville et aux Orléanais, car ce sont eux qui ont contribué par leurs dons, au fil des années, à en faire une des plus belles collections muséales. Quand il ouvrira très prochainement ses portes, on l'espère, vous pourrez par exemple aller voir un des deux seuls Velázquez exposés en France, quand même. Ou bien la deuxième plus grande collection de pastels après celle du musée du Louvre. Et puis, une belle brochette d'artistes allant des 15e au 20e siècle, avec entre autres Bruegel, Corot, Courbet, Van Dyck, Vigée-Lebrun ou Delacroix, et plus proche de nous, Gauguin, Picasso ou Zhao Huqi, cet artiste si cher à mes yeux. Pour m'y rendre, je suis allé rencontrer une des seules personnes qui finalement a le droit d'être dans ce musée, sa directrice. À Orléans, elle s'appelle Olivia Voisin. En poste depuis 2015, cette insatiable passionnée d'art pourrait raconter avec la même énergie contagieuse l'histoire qu'il y a derrière chaque œuvre de son musée. Et comme elle semble n'avoir peur de rien, elle a également entamé depuis 2016 une rénovation complète du musée, étage par étage, avec un objectif simple, rendre accessibles toutes les collections du musée à un public dont elle souhaite plus que tout élargir la base, et à qui elle ne demande rien d'autre que de prendre du plaisir à se balader dans les allées. Pour elle, une visite, ce doit aussi être un moment où l'on peut se reposer et se retrouver avec soi-même. Serait-ce donc le musée du XXIe siècle qui est en train de se construire avec elle? Mais vous allez l'entendre, et c'est le sujet de notre épisode, Olivia Voisin n'est pas que la directrice de ce musée. C'est aussi le personnage d'une histoire aussi passionnante que mystérieuse. Elle est à l'origine de la redécouverte d'un artiste, mort il y a près de 200 ans, Jean-Marie Delaperche. Totalement oublié de l'histoire de l'art, et pour cause, malgré son talent indéniable et son coup de crayon génial, il avait choisi de rester dans l'ombre pour exercer son métier d'artiste et de ne signer aucune de ses œuvres. Sauf 3. Ce sont elles qui ont permis aux experts de retrouver toutes les autres. Jean-Marie Delaperche a donc laissé des indices pour le retrouver et permettre ainsi à Olivia Voisin d'organiser cette exposition rétrospective qu'elle lui a consacrée. De toute façon, elle en est certaine. Dans cette histoire, rien n'est le fruit du hasard. C'est une histoire comme on en vit relativement peu dans les musées, hein. La dernière fois, en gros, c'était avec la tour, hein, qui a été découverte en 1934 au gré d'une exposition, Les peintres de la réalité. Il paraît complètement fou aujourd'hui de se dire qu'on ne connaissait pas la tour précédemment, mais en un siècle, on a pu reconstituer un corpus. Et bien avec Jean-Marie Delaperche, nous vivons absolument la même chose. Cet artiste avait totalement disparu des radars, avait laissé relativement peu d'archives. Alors, des artistes oubliés, il y en a des tonnes. De grands artistes oubliés, il y en a beaucoup moins. Et son nom a pu réapparaître
associés à des œuvres, à la faveur de la découverte d'un carton à dessin qui contenait 91 feuilles. Il s'agissait là de très grands lavis, donc qui s'apparentent à des petites peintures finalement, et qui montrait un artiste absolument prodigieux, néoclassique, mais très tourmenté, qui évoquait l'art français, certes, mais l'art anglais également, l'art britannique, ce qui est beaucoup plus atypique, puisque l'art britannique n'est pas connu au tournant du 19e siècle. Et là, nous étions face à des inspirations très similaires, mais avec un artiste qui, visiblement, avait travaillé dans les années 1810, plutôt, ce que nous apprenait 3 dessins signés et datés. Tous les autres ne portaient aucune inscription. Et sans ces 3 dessins, finalement, nous n'aurions jamais su quelles étaient l'œuvre de Jean-Marie de la Perche. Et l'histoire commençait finalement avec la découverte de ces petites inscriptions qui ont permis, au bout de 3 ans de recherche, de reconstituer le fil d'une carrière finalement très dense qu'il a conduit en Russie pendant une vingtaine d'années, ce qui justifie aussi son oubli orchestré par lui-même, puisque ce que l'on comprend au gré des découvertes, c'est que cet oubli, cette volonté de se cacher, est totalement souhaité de la part de l'artiste. On a tendance à imaginer qu'un artiste, en se lançant dans la carrière, va être reconnu. Mais en réalité, ce n'est qu'une partie des artistes qui vont développer ce type d'ego. Et l'histoire de l'art s'est beaucoup plus penchée sur les artistes qui travaillent sur la scène officielle, qui cherchent les honneurs. Alors qu'en réalité, cela laisse dans l'ombre tout un pan d'artistes qui, au contraire, a pour volonté de vivre de son art, mais certains avec un très grand talent. Georges de la Tour est un exemple pour le XVIIe siècle, Jean-Marie de la Perche en est un autre pour le XIXe siècle. Donc finalement, ce Jean-Marie de la Perche, il représente toute une catégorie d'artistes aussi, qui travaillaient pour leur art, mais qui ne travaillaient pas pour de la notoriété. Tout à fait, tout un pan de l'histoire de l'art qui reste à découvrir. C'est amusant que nous en parlions aujourd'hui, puisque cet après-midi sera soutenue une thèse sur justement ces artistes qui travaillent hors de l'académie dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Eh bien, ils s'apparentent à cette génération-là, à ce type d'artiste-là, qui pourtant a vécu de son art du début à la fin de sa carrière. Il meurt, il a plus de 70 ans, il produit encore, il meurt très pauvre, mais à aucun moment il ne cherche la notoriété, bien au contraire. Il a peur du pouvoir, il a peur de la politique, il a vu sous la Révolution bien des proches de sa famille mourir, il a voulu fuir l'Empire et part au début de l'année 1805 en Russie pour un monde meilleur, plus calme. L'histoire le rattrape, puisqu'en 1812, Moscou, où il vit, va être incendié, il va perdre son atelier, il va perdre ses 2 aînés qui vont mourir, sa vie s'effondre, et lorsqu'il rentre en France, on le voit toujours, dans les 5 lettres que nous conservons de lui, fuir les terres sur lesquelles il se trouve, fuir le régime, et chercher la paix, paradoxalement, puisque finalement c'est face à l'adversité qu'il est le plus productif, le plus génial, et nous conservons plusieurs dessins dans lesquels il exprime ses tourments. C'est un artiste extrêmement tourmenté, habité, qui souffre et qui a développé une iconographie extrêmement romantique. Finalement, il est presque le premier romantique français. C'est assez étonnant, cet artiste qui a donc recherché l'ombre et qui a fui la notoriété. Au moment où quelqu'un comme vous le trouve et l'expose et veut lui faire rencontrer son public, il y a une pandémie mondiale qui se déclenche. Et finalement, c'est comme si le destin le maintenait toujours encore un peu dans l'ombre. Mais vous faites un vrai travail pour, malgré tout, le faire connaître, notamment avec une application, je crois. Exactement, c'est un artiste qui est lié au tourment jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque nous préparions l'exposition il y a un an, nous demandions tous quelle était la malédiction qui allait s'abattre sur l'exposition. Donc maintenant, nous le savons, un an plus tard, nous avons la réponse. Évidemment, lorsqu'une exposition doit fermer prématurément, on cherche des solutions pour la montrer. L'enjeu de cette exposition n'était pas simplement de satisfaire le public avec de belles œuvres, mais également de faire état d'un moment de l'histoire de l'art où on fait entrer finalement un artiste, Jean-Marie de la Perche, mais également, nous allons le voir, sa famille, puisque au passage, nous avons découvert sa mère, qui est une artiste féministe de l'Ancien Régime et de la Révolution, absolument passionnante. Et son frère, artiste de l'ombre également, Constant, et cette exposition les évoque également. Donc il était important de pouvoir diffuser finalement ces œuvres, puisque c'est l'entrée dans l'histoire de l'art d'artistes pour lesquels on doit encore tout découvrir. Donc pour ça, il est important de pouvoir réattribuer des œuvres. On l'a dit, il ne signe pas, donc il faut pouvoir reconnaître. Et ce travail d'attribution ne peut se faire qu'en connaissant déjà les œuvres de référence. Donc il était d'autant plus important qu'un maximum de personnes voient ces œuvres. Et donc, très rapidement, nous avons réfléchi à un moyen de diffuser le contenu de l'exposition, à la fois dans sa dimension de plaisir de déambulation et de contenu. Et nous avons travaillé avec une jeune entreprise montpelliéraine, Extra Art, et nous avons développé une visite immersive qui permet aux visiteurs de déambuler en retrouvant toutes les sensations qu'ils pourraient avoir en visitant l'exposition. Ça a été plusieurs mois de travail, et aujourd'hui, cette visite est disponible sur Internet,
mais également sur smartphone, puisqu'on peut télécharger l'application gratuitement sur Apple et sur Android en tapant simplement de la perche. Il n'y a rien de plus dramatique, tragique que de fermer une exposition. Pour le commissaire d'abord, qui voit plusieurs années de travail démontées, cassées, puisqu'il faut imaginer que dans quelques jours, toute la scénographie sera cassée et on tirera un trait sur l'exposition. On est tout le temps dans une forme de nostalgie et se dire « Ah tiens, rappelle-toi cette exposition d'il y a 20 ans, ah tiens, j'aurais voulu voir cette exposition il y a 30 ans ». Évidemment, c'est impossible puisque ce sont des temps très courts. Et pour les figer dans le temps, ces expositions, nous souhaitions développer une bibliothèque numérique. Et finalement, cette exposition immersive de la perche sera le premier opus d'une bibliothèque qui permettra à l'avenir de revisiter dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, les expositions du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et justement, est-ce que vous pouvez me parler de l'importance de la présence du public, même si toutes les initiatives qui apparaissent sont totalement bienveillantes et sont importantes, je veux dire, pour maintenir le lien avec le public. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un public qui se balade en vrai dans les salles des musées ? Alors, les musées de France ont 5 grandes missions, évidemment: conserver, restaurer, acquérir, étudier et diffuser auprès du plus large public. C'est une des missions piliers. Sans celle-ci, nous sommes amputés d'un des sens pour lesquels le musée a été créé dès le départ, dès la fondation du Louvre comme Muséum central des arts en 1794. L'idée est de pouvoir diffuser, partager avec le public, partager avec les citoyens ces richesses du patrimoine français. Eh bien, aujourd'hui, de voir les salles vides, évidemment, nous confronte à ces fondamentaux. Pourquoi nous existons ? Ce qui a justifié que très rapidement, tout le monde ait des envies de diffusion. Donc, nous avons beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour emmener dans les salles les visiteurs, qui, une fois de plus, n'est qu'un palliatif, mais qui garde un lien. Le public des musées est très diversifié. Nous travaillons avec énormément d'associations de quartier qui sont heureuses de venir au musée. Et là, nous privons alors un public scolaire, un public des quartiers, un public local, un public plus éloigné. Et c'est évidemment des moments très, très difficiles pour les équipes des musées, pour tous ceux avec lesquels nous travaillons. Et je dois avouer que si les équipes sont très friandes de ce public, les œuvres le sont aussi. Et il faut imaginer le désespoir de toutes ces œuvres qui sont magnifiques sur leurs murs et qui ne sont plus regardées. Et elles attendent, je crois, plus encore les visiteurs. On commence l'exposition, on commence la déambulation, d'ailleurs, de ce que je vois pour l'instant, une très belle scénographie, assez sobre, mais qui met très très bien les œuvres en valeur. Et on est devant la mort de Priam. Je crois que c'est une œuvre un peu spéciale dans l'exposition. Quand j'ai ouvert ce carton à dessin, qui nous a été proposé par un très bon marchand d'œuvres spécialisé dans le 19e siècle, chez qui on trouve toujours des merveilles, la Galerie Cheptel à Paris, il m'avait dit, voilà, j'ai des choses à te montrer, des dessins. J'ai ouvert un carton, et j'ai commencé à tourner les pages, plein de belles feuilles, très belles feuilles. Aucune signature ne figurait, je ne reconnaissais pas l'artiste. Donc je lui ai demandé qui était cet artiste. Il m'a dit continue. Donc je tournais, et chaque feuille était plus belle que la précédente, très habitée, très singulière. Et au bout d'un moment, j'en ai tiré une, il m'a dit regarde celle-ci. Et donc c'était cette mort de Priam qui était signée de la perche Inuenit, donc à inventer, Moscou 1813. Donc c'était une feuille très énigmatique qui apportait un nom, une localisation atypique, et 1813 tout un sens puisque Moscou a brûlé en 1812, donc Moscou 1813 laisse penser que le chaos existait encore. Et en effet, ce chaos, on le retrouve dans la feuille. Une feuille très peuplée, très bruyante, comme l'a qualifié Pierre Rosenberg, ancien directeur du Louvre, un sens du drame tout à fait singulier, une capacité de composition très poussée. Et finalement, face à cette œuvre, dans un état de conservation admirable, au lavis, avec tout un travail sur les gris et les noirs et les effets de blanc, on avait un artiste qui finalement ne ressemblait à aucun autre, un Delaperche, nom absolument inconnu. Donc je me suis tournée vers le marchand en lui demandant qui était ce Delaperche. Il me dit, il est orléanais. Alors là, imaginez, formidable, il l'était pour nous. Donc l'aventure pouvait commencer. C'était un artiste qui avait échappé totalement au radar de l'histoire, qui visiblement s'inscrivait parmi les meilleurs de son temps, et pour lequel tout restait à découvrir. Et donc, le reste du carton a été balayé avec des étoiles dans les yeux, en comprenant que nous étions face à un artiste qui, visiblement, avait vécu des épisodes assez traumatiques, assez intenses, très énigmatiques, et qu'il fallait tout reconstruire pour lui redonner sa place dans l'histoire de l'art et retrouver sa vie qui avait été oubliée, qui avait dû être bien difficile. Quand on a fait ses études et toute sa formation sur cette période-là et qu'on découvre un artiste qu'on ne connaît pas, j'imagine que c'est une explosion dans la tête, non ? Oui, tout à fait. Il appartient réellement à la période sur laquelle je travaille, donc sur le premier 19e, qui est une période qui commence sous la Révolution.
et ce qui permet de voir vraiment sa singularité. Un bon artiste est déjà un degré de qualité, mais un bon artiste qui a une capacité d'imagination et d'innovation est un degré supplémentaire. Et c'était ce type d'artiste-là que nous avions sous les yeux. Et il a développé une culture visuelle qui n'est pas du tout celle des artistes de son temps en France, qui, eux, vont découvrir l'Angleterre bien plus tard. Et c'est en ça que tout néoclassique qu'il se caractérise, il l'écrit dans une lettre à son frère, restons classique quand on a l'honneur de l'être, ce qui lui a échappé, c'est qu'il est le premier romantique français. Il est le premier à avoir développé cet art très intérieur, mettant son âme totalement dans son sujet. Dans cette feuille sur la mort de Priam, en réalité, que montre-t-il ? Certes, le sujet de l'Énéide, mais également le massacre des populations à Moscou lors de l'incendie de septembre 1812, où il a tout perdu. Et c'est un artiste qui, à partir de ce moment-là, qui va être un instant traumatique, où il perd ses enfants, il va parler par métaphore. Et quand je dis parler, il va peindre par métaphore, en faisant toujours référence à un événement contemporain par le biais d'une scène antique. Tout ça demande un pouvoir d'imagination très fort. C'est un artiste qui aurait pu être le plus célèbre de tous. Il aurait pu, quand on voit une composition comme celle-ci, qui est un dessin, mais même si c'est un très grand dessin, qui aurait pu faire de très grands formats. L'a-t-il fait ? Nous l'ignorons. Mais on l'imagine tout à fait décorer le Louvre au moment de la Restauration. On l'imagine participer au plus grand chantier de son temps. Et pourtant, c'est dans l'ombre qu'on le retrouve, loin des regards, loin du public. Il l'écrit dans une lettre à son frère. Ce qu'il veut, c'est pouvoir être un artiste qui vit de son œuvre. En travaillant sur Jean-Marie Delaperche, très rapidement, il a fallu réaliser une chose, c'est qu'il n'avait laissé aucune trace. Donc, en tout cas, dans le domaine de l'art. Donc, il a fallu se tourner vers les archives d'ordre privé. La naissance, les mariages, les décès, les acquisitions de biens, à un moment donné, laissent des archives. Et c'est par ce biais-là que l'on a pu reconstituer la vie de la famille Delaperche. Je dis famille, puisqu'en découvrant le fils, est apparue la mère. Et en creusant donc la personnalité de Thérèse Laperche, d'abord, nous avons découvert une femme assez haute en couleur, d'une extraction très modeste, mais qui a cherché, par le biais de son crayon, à s'élever dans la société et surtout à s'imposer comme une artiste, ce qui, pour une femme, est très compliqué à ce moment-là. L'académie, qui est le lieu où il faut passer pour avoir une carrière, pour pouvoir exposer au salon, est réservé à 4 femmes. Il y a un numerus clausus et ces 4 femmes sont déjà en place. L'autre difficulté est qu'une femme ne peut pas s'entraîner sur le dessin d'après le nu. Évidemment, les convenances ne le permettent pas. Donc il est très difficile pour une femme de se former à l'art. Eh bien, elle a bravé tous les interdits. D'abord, elle va devenir l'élève de Perronneau à Orléans. Elle va être fascinée par ce Perronneau, qui est évidemment une très grande star à l'époque et qui séjourne juste à côté de chez elle. Elle va se former à ses côtés. Elle va sympathiser avec Desfriches, qui va être quelques années plus tard le fondateur de l'école gratuite de dessin d'Orléans et du musée des Beaux-Arts. Et à un moment donné, elle va franchir le cap. Elle va partir en 1778 à Paris. Son mari va être muté, on comprend que c'est elle qui décide absolument tout dans cette famille. Et en 1778, son petit garçon Jean-Marie a 7 ans. Elle va le mettre très certainement dans une très bonne école, un lycée militaire très probablement, ce qui justifie toutes les connaissances, le caractère extrêmement érudit qu'on lui connaît à travers ses dessins. Elle s'installe juste à côté de chez Vigée-Lebrun, très malin, une des 4 académiciennes. Donc on comprend qu'elle se forge une place dans ce métier d'homme. C'est quelqu'un qui, surtout, démontre tout au long de sa vie une capacité à tisser des relations, un entre-gens, comme on trouve relativement peu dans l'histoire. C'est une des personnes les plus malines, vraiment, qu'on puisse rencontrer, et qui, toujours, va œuvrer pour ses enfants, et en particulier pour son fils Constant, le petit dernier, né en 1780. Elle a dû l'élever beaucoup plus qu'elle n'a élevé Jean-Marie, qui, lui, avait été placé. Cette distance, on la sent, ce manque affectif, on le sent chez Jean-Marie Delaperche. Cela crée ce personnage beaucoup plus tourmenté, qui va perdre sa première épouse en 1796, un enfant en 1798, ensuite ses 2 aînés en Russie, qui va perdre sa mère et son père, qui vont mourir en France alors qu'il ne les a pas vus depuis 10 ans. C'est quelqu'un qui voit sa vie se détruire petit à petit et qui s'accroche à un idéal, l'art, qu'il ne veut pas partager, qu'il vit de manière très, très égoïste, qui est son refuge, dans lequel il exprime tous ses tourments. Et
Quand on voit l'état de conservation des feuilles qui ont été acquises donc, depuis par le musée d'Orléans, eh bien, on comprend que nous sommes très certainement les premiers à voir ces dessins. Cette production extraordinaire, Olavi, qui aujourd'hui est conservée comme si elle avait été produite hier, parce qu'elle est restée dans un carton à dessin et a été ouverte en 2017, probablement pour la première fois. Peut-être que d'ailleurs l'exposition peut-être aidé justement à ce que des gens connaissent de la perche et se rendent compte qu'ils ont peut-être quelque chose dans leur salon, je ne sais pas. C'est exactement l'objectif. Et l'objectif a été rempli le premier week-end, première visite guidée que je fais. Pour ça, le hasard n'est jamais là. 2 personnes se présentent au musée à l'heure de la visite guidée. La visite était pleine à craquer et me demandent s'ils peuvent se joindre à nous. Bon, j'accepte. Ils étaient venus là par hasard à cet horaire-là. On fait tout le tour de l'exposition. Il m'envoie un mail quelques jours plus tard en me disant « On a été très frappés en voyant un des portraits de Thérèse Laperche. Vous parliez de la signature au crayon graphite. Nous avons des pastels avec une signature au crayon graphite. Nous pensons que c'est Thérèse de Laperche. » Alors certes, c'est un des signes caractéristiques. Elle signe toujours au crayon graphite, comme son maître Perronneau. Néanmoins, elle n'est pas totalement la seule. Donc j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de quelqu'un d'autre. J'ai demandé des photos, et là, évidemment, c'était des œuvres de Thérèse de Laperche. Ils ignoraient qui elle était. Ils n'avaient jamais remarqué que ces pastels étaient signés de Laperche. Simplement, en parlant de ce crayon graphite, au moment où par hasard ils viennent ce jour-là au musée, eh bien, ils ont repensé à leur signature au crayon graphite, qui était le seul trait dont ils se rappelaient. Et ils étaient bien signés de Laperche. Donc ça a été l'arrivée de 4 nouveaux pastels dans le corpus de Thérèse de Laperche, une très belle avancée. Et d'ailleurs, ces collectionneurs ont été assez généreux pour les proposer en don au musée. Donc ils feront certainement partie des acquisitions de l'année. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que vous, directrice du musée des Beaux-Arts d'Orléans, mais aussi en tant que conservatrice, quand on a l'impression d'être au centre de cet alignement de destin, de vie, des fantômes de Laperche, parce que c'est vous qui êtes un peu au centre de tout ça? Eh bien, on est heureux, on se sent historien de l'art dans ces moments-là. L'histoire de l'art est toujours un peu liée au hasard et aux découvertes. C'est trouver l'archive qui prouve une attribution, c'est trouver l'œuvre qui vient compléter un corpus, c'est trouver l'élément qui permettra de définir entre quelles mains est passée une œuvre. Disons que là, en cherchant, on a beaucoup trouvé sur des artistes qui ont très peu laissé. Et il est évident que quand on cherche, on trouve. Mais là, tout apparaissait de manière tellement magique que j'espère réellement, vraiment, que les de Laperche, ils sont pour quelque chose. Redécouvrir un artiste fait qu'on ne redécouvre pas uniquement son œuvre, on redécouvre des humanités, des vies particulièrement dramatiques, là en plus, et des personnalités. Tous les artistes ne sont pas des gens sympathiques. Or, ce que l'on comprend de ces de Laperche à travers les quelques lettres conservées, les quelques liens qu'ils ont pu avoir entre eux, c'est qu'ils étaient des personnages extrêmement sympathiques. Et c'est toujours très appréciable de travailler sur des personnes sympathiques. De fait, on humanise nécessairement. On imagine l'homme derrière l'œuvre, et d'autant plus avec les œuvres de Jean-Marie de Laperche qui s'implique totalement. Tout est autobiographique chez lui. Tout fait référence à sa propre vie, à ses propres mal-être, à ses tourments. Donc on voit l'homme. Et donc on ne peut penser qu'à son fantôme qui peut être en train de pousser et sortir le carton de là où il était, puisque nous n'avons pas parlé de la vie de ce carton, mais elle a été elle aussi assez épique. Elle sommeillait dans un grenier où elle a été rachetée par un brocanteur avec tout ce que contenait le grenier. Elle a fini dans une collection qui ne savait pas trop ce qu'elle avait, qui a revendu les cartons et qui, heureusement, est arrivée entre de très bonnes mains et qui a tout de suite pensé à nous. Les œuvres seraient tombées dans d'autres mains. Ils auraient pu aussi bien être vendus à la pièce. Et là, le nom de Laperche aurait été perdu à jamais. Alors, voilà, on sent cette présence, d'une certaine façon, à nos côtés. Ou en tout cas, j'ai envie de sentir cette présence. J'ai envie de croire qu'ils se réjouissent aussi un peu de cette reconnaissance tardive, non souhaitée, mais tardive et justifiée, qui leur redonne leur vraie place dans l'histoire de l'art. Tout ce que vous dites, ça correspond vraiment au fait que c'est le regard des spectateurs, spectatrices, du public qui fait d'une œuvre un chef-d'œuvre, en fait. Une œuvre dans les cartons, c'est un objet inerte, inanimé. Et puis, c'est votre regard, vous, aujourd'hui, ou d'autres historiens qui en font un chef-d'œuvre, en fait.
Oui, le regard du public est indissociable de l'œuvre. L'œuvre n'existe pas si elle n'est pas vue. L'œuvre existe de manière intrinsèque, mais n'a pas d'existence tant qu'elle n'est pas vue. Évidemment, cette œuvre est un chef-d'œuvre depuis le jour où, vers 1815, Jean-Marie de la Perche l'a réalisée. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, plus de 2 siècles plus tard, que nous pouvons l'apprécier et le réaliser. Je vais vous laisser au début du parcours des visites. Donc, vous faites le 2e étage, le 1er étage, et en descendant, vous tomberez sur des portes fermées. Il faudra revenir à partir du 10 avril, c'est les salles du 19e. Et après, vous avez le rez-de-chaussée. Si vous voulez voir les salles 20e, c'est au moins 20. Ce sont des salles qui ne sont, c'est-à-dire ici, ce sont des salles qui ne sont pas encore rénovées. D'accord. On fait étage après étage. Donc là, c'est vous qui êtes à l'origine. oui. Et donc là, vous avez déjà 2 niveaux rénovés. Il y en a un 3e pour bientôt. C'est chouette. Merci beaucoup. Et si jamais quelqu'un vous croise et vous dit que vous n'avez rien à faire là, vous dites que c'est OK avec moi. Et, On a fini l'exposition Jean-Marie de la Perche et vous nous avez permis de nous promener dans les étages supérieurs de ce musée des Beaux-Arts d'Orléans. Ça nous a fait du bien de retourner dans un musée, de se promener et de se balader. En fait, c'est ça qui fait du bien, tout simplement. Est-ce que vous pouvez me parler et nous parler du musée des Beaux-Arts d'Orléans et pourquoi il faut venir le voir dès que les portes de nos musées rouvriront, évidemment? Alors, le musée des Beaux-Arts d'Orléans est un des principaux musées de France en termes de collection. Il a une histoire d'ailleurs atypique. Il y a un premier musée qui ouvre en 1797, très tôt, parmi les premiers de France, et il faut attendre 1823 pour que le maire et son premier adjoint se disent il faut qu'Orléans se dote d'un grand musée, mais comment faire? Donc il y a certes la collection de départ avec des œuvres qui ont été sauvées lors de la Révolution, mais il faut d'autres œuvres. Et ils ont une idée folle, ils passent une petite annonce dans le journal pour appeler les Orléanais à donner leur collection. Eh bien, ça marche. C'est la première campagne de crowdfunding de l'histoire et les Orléanais vont massivement donner leur collection. Et quand le musée ouvre en 1825, il est d'ailleurs déjà trop petit pour accueillir toutes les œuvres qui ont été données. Par la suite, cette générosité des Orléanais, mais également des habitants plus largement de la région, même de Paris d'ailleurs, va se confirmer. Nous allons très régulièrement recevoir des dons. Ce qui fait que le musée d'Orléans a une couleur assez différente des autres, dans le sens où nous n'avons pas de grands tableaux envoyés par l'État, de grandes commandes d'État, mais plutôt le goût des Orléanais. Par exemple, nous avons une des principales collections de peinture nordique de France, qui est relativement rare dans les musées français. Évidemment, il y en a au Louvre, mais relativement peu, à part à Orléans, où en revanche, les Orléanais étaient très friands au XVIIIe siècle de cette peinture, et donc leurs enfants, petits-enfants, les ont donnés par la suite. Ce musée n'a cessé de s'enrichir aussi par des acquisitions. Dès 1827, nous achetions un tableau de Velázquez. Alors ça a été un des grands moments de l'histoire des collections. Donc c'est un des 2 seuls Velázquez de France. Le 2e est à Rouen. Et donc aujourd'hui, c'est très fièrement que nous pouvons le présenter aux visiteurs. Et par la suite, le musée n'a cessé de s'accroître, vous l'avez compris, si bien qu'aujourd'hui, il était important de pouvoir revoir le parcours qui était daté, qui avait encore, il y a quelques années, de la toile de verre au mur, qui était passée par toutes les modes des années 90, notamment un lissage totalement de l'accrochage par thème sur des fonds gris. Ça a été un moment du goût qui n'est plus le goût actuel. Et en tout cas, pour moi, il y a quelques prérequis essentiels. Il faut qu'un musée soit pédagogique et didactique. On ne peut pas attendre des visiteurs qu'ils soient des historiens de l'art confirmés. Il faut qu'ils puissent venir sans aucune connaissance et sans peur de ne rien comprendre. Et la première chose à remettre en place, c'est le plaisir de la déambulation. Quand vous parliez du plaisir de marcher, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est le plaisir de découvrir. Et il ne faut pas que l'un parasite l'autre. Donc il faut avoir un parcours clair. Donc on est reparti sur un parcours chronologique qui permet aussi de comprendre les écoles, les imbrications entre les écoles. Par exemple, Velázquez, qui est très lié à l'école italienne, se retrouve en confrontation avec les artistes qu'il a influencés. Il est important de pouvoir restituer un sentiment historique. Ces œuvres ont été créées à un autre moment de l'histoire, dans une autre histoire du goût. Donc tout le parcours est scandé par des couleurs qui parfois sont qualifiées de modernes. On m'a souvent dit c'est super les couleurs très modernes que vous avez choisies. En réalité non, ce sont des couleurs très historiques qui sont vraiment le vert à l'entrée, qui est ce vert velours des palais du XVIIe, XVIIIe. Un ocre pour l'Italie, c'est bleu hollandais pour la Hollande, et on continue ainsi pour le XVIIIe siècle.
bientôt pour le 19e siècle, puisque toute cette rénovation se fait étage après étage, de manière à ne jamais totalement fermer le musée. Et la deuxième chose, ce plaisir de la déambulation est souvent brisé par les cartels sur le mur. Un cartel est indispensable pour tout dire sur une œuvre, mais en même temps rompt cette linéarité, ce plaisir de la balade. Et en même temps, un cartel, donc on veut le faire toujours le plus petit possible, mais on veut toujours en dire beaucoup plus. Donc la solution que j'ai trouvée est de pouvoir avoir de très gros cartels au sol, qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas, au choix. On peut tout à fait vouloir simplement se promener. Dans ce cas-là, on se libère du sol et on marche sans avoir de problème de cartel sur le mur, ce qui permet aussi d'avoir des accrochages denses par moment. Si on veut en revanche tout savoir sur une œuvre, eh bien, il y a 2000 signes qui nous attendent. C'est une forme de parachute pour les visiteurs, qu'à aucun moment ils ne se sentent abandonnés ou délaissés face à une œuvre qu'ils ne comprendraient pas. Alors ces cartels comprennent à la fois des éléments historiques sur l'artiste, sur le contexte, et puis parfois aussi sur l'œuvre. Les œuvres ont vécu 1000 vies, et c'est amusant de raconter ces vies-là quand on les connaît, et puis parfois leur entrée qui est dans les collections, qui a été rocambolesque, et qui a été un grand moment, qui a fédéré des personnes. Il y a une histoire avec chaque œuvre, et il est important de pouvoir tout raconter. On peut ne lire que les quelques premières lignes avec l'artiste, ou alors on peut lire les 2000 signes qui suivent. Et donc cette balade se prolonge étage après étage. La dernière tranche de travaux portait sur le premier étage du musée, avec les collections allant de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle. Et à partir du 10 avril, nous pourrons inaugurer les salles du XIXe siècle, de 1815 à 1870, avec des œuvres sorties de réserve, puisque l'idée est évidemment de rendre les collections aux visiteurs. Laisser des collections en réserve n'a aucun sens, et l'objectif est de pouvoir en sortir le plus possible. J'ai envie que vous me partagiez une phrase pour le public qui va revenir. Est-ce que vous les attendez? Est-ce que vous avez un petit mot à leur dire pour qu'ils viennent, évidemment, mais aussi pour leur dire qu'on pense à eux? Ce musée est le leur. Les collections françaises appartiennent à tous. Et les collections des musées d'Orléans appartiennent d'abord à tous les Orléanais, qui ne le savent pas toujours, mais aussi à tous les habitants de la région. C'est un patrimoine que nous conservons, que nous transmettons avec passion. Et j'espère que cette passion pourra être ressentie par les visiteurs et qu'en tout cas, ils auront envie de se l'approprier et puis de la diffuser à leur tour par la suite. Là, on rentre dans une pièce qui est, alors là pour le coup, elle est marquante, fascinante, impressionnante par sa dimension, par le nombre d'œuvres et puis par la luminosité aussi qui est particulière. C'est le dernier point de la rénovation, de la refonte de ce parcours. L'éclairage a été entièrement repris. On a travaillé avec une éclairagiste conseil qui travaille tableau après tableau avec toute une balance de spots chauds, de spots froids selon les œuvres. Donc c'est vraiment un éclairage sur mesure qui permet de enfin voir les œuvres. Alors ceci dit, on a fait plein de découvertes en éclairant les œuvres. Les visiteurs ont pu mieux les découvrir, mais nous aussi. Notamment, il y a un tableau qui était de l'entourage de Guido Reni, ou un atelier, ou une copie, qui s'avérait être le premier David des Goliath, le vrai, l'unique, qui n'est pas finalement au Louvre, qui est fait en 1605 et qui est au musée d'Orléans, qui avait été déposé au 19e siècle par le Louvre parce qu'il pensait que c'était une copie. Donc éclairer les œuvres peut apporter beaucoup de belles réponses. Dans cette salle des grands formats, nous avons réuni ce qui a fait le musée lors de son ouverture en 1825. Peu ou prou, on voit ce que le public a pu découvrir, avec d'un côté les œuvres issues des églises d'Orléans, et puis de l'autre côté, un don important qui est arrivé en 1825 d'un marchand qui s'appelait Pilté-Grenet, qui avait racheté le château de Richelieu. Il lui restait beaucoup d'œuvres ayant appartenu donc à ce château, qui était le grand projet du cardinal de Richelieu, qu'il n'aura jamais vu puisqu'il est mort avant la fin. Cette grande salle donne aussi l'épaisseur, disons, de cette peinture du XVIIe siècle, qu'on ne peut pas lire toujours sur une petite cimaze, qui a besoin aussi d'être exposée dans un cadre gigantesque, qui est le volume pour lequel les peintres l'ont peint. Et j'espère que le public, aujourd'hui, en entrant dans cette salle, voit que la peinture du XVIIe siècle est sacrément cool. Je vais vous dire, le pari est assez réussi, parce que pendant très longtemps, tous les événements avec les jeunes publics, avec les associations, se déroulaient dans les salles du XXe siècle. Et depuis que cette salle existe, la plupart du temps, les jeunes font le tour des salles. Finalement, c'est ici qu'ils veulent réaliser. On a eu un clip de rap qui a été réalisé il n'y a pas longtemps dans cette salle. Je pense que le pari est gagné, puisque cette peinture n'est pas une peinture élitiste, avec une connotation bourgeoise, n'est pas une peinture qui appartient à ceux qui connaissent. Elle appartient à tous. Elle a été contemporaine un jour. Et aujourd'hui, lui redonner cette contemporanéité, finalement, amène à la lire différemment. Je vais vous dire, quand on a des jeunes qui dansent devant cette colonnade, on a l'impression que la colonnade danse également.
Et aujourd'hui, c'est la salle qui est le plus admirée. Donc c'est une grande fierté que ce soit cette peinture du XVIIe siècle qui, un temps, a pu être qualifiée justement de trop élitiste et trop marquée d'un certain public. Et quand on fait un concert ici, je peux vous dire, c'est incroyable. Vous faites des concerts? Oui, on fait beaucoup de concerts. Ouais. On travaille avec... C'est toujours un plaisir d'organiser des concerts au musée. Les œuvres se répondent très bien. Musique et peinture ont été conçues ensemble. C'est une société entière, c'est un temps entier, c'est un air du temps. Et quand les deux se répondent, on a une explosion finalement. On a les larmes aux yeux en 2 minutes quand un musicien commence à faire de la musique dans cette pièce. Tout d'un coup, cette peinture prend une densité plus grande encore. Les sujets aident aussi à ça. Hein. Ce sont des peintures d'histoire où toutes les expressions humaines, tous les sentiments humains sont représentés. Et dès qu'une note est posée, la peinture s'anime plus encore. Parce que finalement, le lieu s'y prête. Quand on parle, il y a beaucoup d'écho, on l'entend. Mais dès que le lieu, l'espace est rempli de musique, tout devient magique. Par moment, j'imagine, avec le public qui n'est pas là en ce moment, mais que vous attendez impatiemment, est-ce qu'il vous arrive de parler aux œuvres parfois, ou de les regarder intensément, d'avoir des échanges avec elles? Énormément, notamment pendant le premier confinement où j'étais seule dans le musée. Et c'était l'occasion de papoter un petit peu avec ces œuvres avec qui on n'a pas forcément le temps d'échanger tout le temps. Je ne plaisante qu'à moitié. En réalité, les œuvres, évidemment, ne répondent pas avec des mots et en parlant, mais ont leur mode de communication bien propre. Et quand on s'attarde sur une œuvre, qu'on lui pose des questions, d'une façon ou d'une autre, elle y répond. Et quand on parle à un tableau, c'est-à-dire quand on s'attarde sur lui, qu'on le regarde de plus près, eh bien on découvre des choses. Donc oui, il m'arrive très souvent de parler au tableau. C'est une des beautés de ce métier, c'est d'avoir la chance de parler au tableau. Avouez que vous aussi, vous aimeriez bien parler aux œuvres d'art, pour leur poser des questions ou simplement pour leur tenir compagnie. En attendant, suivez l'exposition Jean-Marie Delaperche, grâce à l'application créée par le Musée des Beaux-Arts d'Orléans, disponible sur Google Play et l'App Store ou sur le site expodelaperche.extraart.fr. La prochaine fois que vous viendrez au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, vous pourrez découvrir les nouvelles salles, actuellement en restauration. Et peut-être que vous aurez la chance d'écouter à nouveau des concerts dans une des sublimes salles mêlant sculpture et peinture du XVIIe siècle. Nous remercions chaleureusement Olivia Voisin pour cette très belle histoire de l'art. Elle nous a complètement captivés et sa joie communicative nous a embarqués dans une médiation unique qu'on avait juste envie de vous partager.